Pendant les 4 premières semaines de cours, nous avons essentiellement écrit du C++ et en particulier, nous avons écrit un renderer équivalent à un renderer OpenGL, mais entièrement sur CPU et donc avec du C++ à assez bas niveau. Grosso modo, nous avons suivi les 6 premières leçons du cours de visualisation de Dmitri Sokolov. Donc nous avons appris à dessiner une ligne, un triangle, à retirer les faces cachées, à faire des projections en perspective, à faire des transformations dans l'espace pour bouger la caméra, et enfin à améliorer la qualité du rendu en faisant du rendu de Gouraud et du rendu de texture. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons arrêter le C++ et passer à du Python, mais en Python, nous allons utiliser VTK, qui est une librairie de visualisation 3D à haut niveau. Alors, pour faciliter la transition, ce que je vais faire dans ce cours, c'est vous présenter l'équivalent des images que nous avons générées à bas niveau en C++, comment les générer à haut niveau en utilisant Python et VTK. Alors, le tout premier code que nous observons, c'est celui qui permet de dessiner l'objet que nous voulons visualiser en rendu en fil de fer, donc en wireframe. Alors, le code qui permet de faire l'image à droite, vous le voyez ici à gauche, il fait une vingtaine de lignes et nous allons l'observer pas à pas. La toute première chose que nous faisons, c'est créer un VTK Object Reader. Alors, ce reader, nous allons juste lui donner le nom du fichier à lire, et c'est tout. Et qu'est-ce que c'est que ce VTK Object Reader? En fait, c'est fait partie de toute une série de VTK Abstract Polydata Reader qui sont capables de lire des VTK Polydata. Alors, les VTK Polydata, c'est la structure de données principale dans laquelle nous allons stocker nos modèles 3D. C'est essentiellement une liste de sommets, une liste de faces, des normales, des coordonnées de texture, etc. Alors, au prochain cours, nous verrons toutes les manières différentes de stocker les données dans VTK, mais la principale, c'est bien le VTK Polydata. Donc, notre reader, il va simplement lire depuis le disque et puis créer ce VTK Polydata. Le deuxième groupe d'instructions que nous voyons, c'est ce mapper qui crée donc un VTK Polydata Mapper. Et puis la deuxième ligne qui raccroche la sortie de notre reader à l'entrée de notre mapper. Alors cette ligne, Set Input Connection Get Output Port, c'est une ligne qu'on va retrouver très fréquemment quand on commencera à traiter les données de manière plus complexe, puisque c'est la ligne qui permet de connecter plusieurs filtres qui vont manipuler les données à travers tout un pipeline de traitement des données. Alors ici, notre pipeline, il est très simple et très court. On lit depuis le disque et puis on transfère à la carte graphique. Alors le mapper, lui, c'est ça qu'il fait. Il convertit les données de notre polydata qui sont stockées en mémoire vive du côté du CPU et les transfère du côté du GPU en primitives graphiques. Alors, dans ce cas-ci, c'est très simple parce que les primitives graphiques qui sont accessibles par la carte graphique, ce sont essentiellement des triangles, des faces, des sommets, des textures, des choses comme ça. Mais si nous avions d'autres données plus complexes, elles ne seraient pas nécessairement traduisibles directement en données acceptables par la carte graphique et donc il faudrait les convertir. Par exemple, si nous avions des polygones généraux, eh bien, il faudrait les trianguler pour que la carte graphique puisse les afficher. Le troisième groupe d'instructions, c'est cette ligne qui crée un acteur, un VTK actor, qui la connecte à la sortie du mapper. Donc le mapper correspondant à cet acteur, c'est celui qu'on vient de créer précédemment. Et puis qui gère cette propriété de dire qu'on veut faire une représentation en wireframe. Alors un VTK actor, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous permettre de contrôler toutes les propriétés liées à un des objets de notre scène. Alors, notre scène ici, elle est très simple, on a un seul objet, donc on a un seul acteur. Mais à chaque objet de notre scène, on pourra faire correspondre une couleur, une transparence, un type d'ombrage utilisé, une texture, etc.
Ici, l'ombrage que nous utilisons pour afficher notre acteur, c'est l'overframe. Donc c'est pas d'ombrage, c'est dessiner des lignes simplement. C'est aussi cet acteur qui va nous permettre de spécifier la position de l'objet dans la scène, en spécifiant une position, une rotation, etc., pour le positionner par rapport aux autres objets de la scène. De nouveau, ici, c'est très simple, on a un seul objet, on n'a pas de raison de le positionner spécialement ailleurs, donc on ne va pas toucher à cette partie-là. Des acteurs, il y en a énormément qui sont possibles, euh, mais ici, on se contente de l'acteur générique. Le quatrième groupe d'instructions qui nous intéresse, c'est ce renderer. Donc on crée un VTK renderer auquel on ajoute un acteur. Alors on pourra en ajouter plusieurs si on avait plusieurs objets dans la scène, mais ici nous n'avons qu'un. Et puis le renderer, donc, il gère la scène que l'on veut afficher. Et on peut aussi, par exemple ici, lui dire que en fond, on voudrait un fond gris très foncé. Donc on spécifie les trois composantes de couleur, R, G et B, comme étant 0,1, 0,1, 0,1, donc 10% de la luminosité possible dans chacun des canaux de couleur. Alors donc le VTK Renderer, c'est un VTK Viewport. Alors notion de viewport, c'est quelque chose que nous avons vu euh, dans notre Tiny Renderer. Donc c'est essentiellement la scène que l'on veut visualiser. Euh, c'est au niveau du renderer que nous allons contrôler donc à la fois la liste de tous les objets qu'on veut afficher, donc tous les acteurs, on va pouvoir les ajouter, mais aussi la caméra, les lumières, la couleur de fond, etc. La cinquième groupe d'instructions que nous rencontrons, c'est le VTK Render Window. Alors, le VTK Render Window, c'est donc ce qui gère la fenêtre. Alors, ici, on lui spécifie que dans notre fenêtre, on veut ajouter simplement le renderer avec une taille de 800 x 800. Alors, cette VTK Render Window, donc c'est une VTK Window, mais elle est mise en œuvre de multiples façons. Donc la Render Window, elle est abstraite et en pratique, selon la machine sur laquelle vous tournez votre programme VTK, elle va créer une iOS Render Window si vous êtes sur un iPhone, une Win32 OpenGL Render Window si vous êtes sur une machine Windows, etc. Donc c'est elle qui met en œuvre toutes les interactions fenêtres classiques, le fait de redimensionner, le fait de la bouger, le fait de la rendre visible ou invisible, etc. Mais dans l'OS particulier sur lequel vous travaillez. VDK est complètement générique et agnostique au niveau de l'OS dans lequel vous travaillez. Et elle le fait via ces classes abstraites, dont VDK Render Window, qui sont mises en œuvre concrètement par différentes classes concrètes selon la machine sur laquelle vous tournez. Le groupe d'instructions suivantes crée un VTK Render Window Interactor. Alors, le Render Window Interactor, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'accroche au Render Window et il va capturer tous les éléments clavier et souris pour permettre de rendre cette fenêtre interactive. Alors, de nouveau, c'est une classe abstraite qui est mise en œuvre concrètement par différentes classes selon l'OS sur lequel vous allez tourner. C'est évidemment pas la même chose de capturer un événement souris ou clavier sur les différentes machines possibles. Alors, pour interpréter ces différents éléments clavier et souris, il nous faut une dernière chose, c'est le VTK Interactor Style. Alors, le VTK Interactor Style, c'est une manière de traduire donc, les événements clavier et souris qui ont été capturés par l'interactor en manipulation des objets, de la caméra, du style rendu, etc., selon un style particulier d'interaction. Alors, celui que nous allons utiliser le plus souvent, c'est Trackball Camera, parce qu'il est assez agréable à utiliser. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont possibles, et vous pouvez écrire les vôtres si vous voulez. Voilà. Alors là, on a fini de décrire l'entièreté du programme qui va permettre de faire le rendu en wireframe. Et puis si on veut passer à l'étape suivante dans notre
Tiny Renderer, c'était d'afficher des triangles, et même d'afficher des triangles, de supprimer les faces cachées et d'ajouter le Z-buffering. Alors tout ça c'est fait en une fois en VDK, en modifiant simplement une seule ligne, cette ligne que j'ai mis en évidence. Donc l'acteur, plutôt que de lui dire que je voulais utiliser une représentation en wireframe, ici je lui dis d'utiliser une interpolation plate, donc de faire de l'ombrage plat, du flat shading. Alors en fait cette ligne elle est inutile parce que c'est le rendu par défaut dans VTK, mais ici je l'ai ajouté explicitement euh, pour le bien de la présentation. Si je veux passer à de l'ombrage de Gouraud, eh bien il suffit de changer de nouveau cette ligne et de dire que cet acteur-là, donc l'acteur de la tête, je veux le voir avec une interpolation de Gouraud. Et puis ça suffit. Je peux gérer ça acteur par acteur. Alors ici j'ai un seul acteur, donc c'est le cas, mais je pourrais le faire pour d'autres acteurs. Si je continue d'avancer dans mon cours de Tiny Renderer, à l'étape suivante, nous avions ajouté des textures. Alors, les textures ici, il faut changer un tout petit peu plus de lignes. D'abord, évidemment, il faut lire la texture depuis le disque. Donc ici, euh, elle est stockée. Alors, on ne peut pas lire de fichier TGA en VDK, donc je l'ai converti en JPEG. Et donc, j'utilise un VTK JPEG Reader qui va me lire le fichier JPEG, me le stocker dans une image. Et puis, je crée une VTK texture. Alors, la VTK texture, elle stocke une image et elle va être capable de faire les calculs euh, d'interpolation au sein de l'image pour aller chercher les bons points quand je vais lui donner des coordonnées de texture. La seule autre chose que je dois faire, c'est lui expliquer que mon acteur, il doit aller chercher les informations de texture dans cette texture. Le reste a déjà été fait. Quand j'ai lu avec mon VTK Obj Reader le fichier africanhead.obj, ce Obj Reader, il a aussi lu les coordonnées de texture qui étaient stockées dans ce fichier. Donc elles sont déjà disponibles et donc je n'ai pas à faire autre chose. Tout comme précédemment pour l'ombrage de Gouraud, il avait déjà lu les informations de normal aux faces et j'ai rien eu d'autre à faire euh, que de lui dire que je voulais faire un ombrage de Gouraud. L'étape suivante consistait à bouger la caméra. Et pour bouger la caméra, mais il faut en créer une explicitement. Alors, il y a évidemment déjà une caméra qui était disponible, mais qui était créée par défaut par le VTK Renderer. Ici, je vais créer explicitement ma caméra pour pouvoir la gérer. Alors, pour créer une caméra, je dois créer une VTK caméra, simplement. Et je peux lui spécifier le point focal, donc là où je regarde, la position, donc la position de l'œil de la caméra. La view up, c'est la direction qui correspond au haut de l'image que je veux créer. Et une chose qu'on n'avait pas abordée dans Tiny Renderer, mais qu'il faut spécifier ici, c'est l'angle de vue, euh, qui permet de spécifier quelle est la portion du monde qui est visible depuis la caméra. Une fois qu'on a créé cette caméra, eh bien, il faut simplement dire au renderer d'utiliser la caméra que nous avons créée plutôt que la caméra par défaut qu'il crée normalement. Et donc je le fais ici avec Ren, c'est d'active caméra. Et je lui spécifie d'utiliser la caméra que j'ai créée. Alors, jusqu'à présent, ce que nous avons fait, c'est, alors dans le cours de Tiny Renderer, nous utilisions de la projection parallèle. Ici, on a un peu triché. Par défaut, VDK utilise la projection perspective. Alors, si on veut vraiment revenir à la projection parallèle, qui était ce qu'on avait au début, il faut lui spécifier au niveau de la caméra. La caméra, on peut lui dire de faire de la projection parallèle plutôt que de la projection perspective, simplement avec cette ligne Set Parallel Projection Off. Alors ici, par ailleurs, j'ai remis la position telle qu'on l'avait typiquement au début, donc en Z. Et donc, je lui dis que la position, c'était 0, 0, 1. Donc, je suis sur l'axe Z. La dernière chose que je dois faire, c'est l'équivalent de préciser l'angle de vue. Sur une projection parallèle, il n'y a pas de sens d'avoir un angle de vue, puisque la caméra est à l'infini. Si on définit un angle de vue plus grand que 0 degré,
on va avoir une quantité de données infinie. Et donc, la manière de spécifier quelle est la portion de l'espace qui est visible depuis la caméra lors d'une projection parallèle, hein, ce n'est pas un angle, c'est une échelle. Et donc ici, je dois lui spécifier parallel scale, il faut dans ce cas-ci 1.2. Voilà. Alors, tout ça, c'est très simple. Quand nous avions fait des projections euh, en C++ directement, on avait dû faire des mathématiques, travailler en coordonnées homogènes avec des matrices 4x4, etc. Alors tout ça, ça nous a été caché dans VTK, mais ça existe dans VTK. Alors il y a une classe qui s'appelle VTK matrix 4x4 qui dérive directement de VTK Object. Tous les objets VTK dérivent de VTK Object. Simplement, matrice 4x4 le fait directement. Et elle nous fournit des choses classiques, donc une méthode setElement, getElement qui nous permet de modifier un des 16 coefficients de la matrice. Des méthodes telles que 0 qui génère une matrice nulle, identity qui génère une matrice identité, et puis des méthodes plus utiles comme invert et transform qui nous permettent et transpose pardon, qui nous permettent d'inverser ou de transposer la matrice. Multiply 4x4 qui nous permet de faire le produit de matrice et de créer la matrice résultante. Donc A fois B donne C. Et puis multiply point qui permet de multiplier un point, donc des coordonnées homogènes, 4 valeurs, par la matrice courante. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'appliquer nos transformations à tous les points et éventuellement à tous les vecteurs de notre modèle. Mais en pratique, nous n'avons jamais travaillé directement avec les matrices 4x4 parce que ces matrices 4x4, elles sont imbriquées dans un objet plus général qu'on appelle VTK Transform. Alors VTK Transform possède plusieurs matrices 4x4. Alors évidemment, il y a une matrice 4x4 qui correspond à la transformation qu'on veut faire, mais cette matrice 4x4, on peut la manipuler de plein de manières différentes. Il y a les manières simples, par exemple, on peut lui dire translate, et donc il va modifier la matrice 4x4 pour faire une translation. On peut faire toutes les rotations, donc selon l'axe X, selon l'axe Y, selon l'axe Z, ou selon un axe général avec rotate W, X, Y, Z. On peut appliquer des changements d'échelle différents selon tous les axes, etc. Alors évidemment, si on combine ces différentes transformations, translation, rotation, mise à l'échelle, on peut obtenir des transformations assez complexes. Si on fait une rotation autour d'un point autre que 0, 0, 0, on peut faire une translation, une rotation, puis une translation qui renvoie au même point. Alors, comme on va souvent combiner plusieurs transformations pour créer la transformation qu'on veut vraiment avoir, eh bien, VTK Transform inclut ça. Donc, en interne, elle stocke une pile de transformations dans laquelle on peut faire entrer et sortir des transformations. Et on peut décider si on va pré-multiplier ou post-multiplier. Donc, est-ce qu'on ajoute quand on concatène une transformation avec une autre, est-ce qu'on l'exécute avant ou après? Une fois qu'on a toutes ces transformations, on peut demander quel est le changement de base équivalent avec getPosition, getOrientation, getScale. Une fois qu'on a créé toute la transformation qu'on voulait, on peut l'appliquer aux différents points, donc au sommet de notre modèle, au normal, etc., en utilisant multiply point. Mais même ces VTK transform, on va rarement les utiliser directement parce que ces mêmes fonctions, donc translate, rotate, scale, on les trouve dans un objet qu'on appelle VTK prop 3D. Alors VTK prop 3D, on l'a déjà rencontré brièvement sur un des slides précédents. C'est la classe mère de VTK Actor. Mais c'est aussi la classe mère de énormément d'autres objets, notamment VTK Camera Actor, VTK, etc. De manière générale, tous les objets auxquels on peut appliquer des transformations 3D, tous les acteurs auxquels on peut appliquer des transformations 3D seront gérables via une VTK Prop 3D. Et VTK Prop 3D fournit essentiellement
les mêmes fonctions que VTK Transform. Simplement, c'est un acteur qui inclut une transformation et on peut gérer donc directement les transformations de l'acteur sans passer explicitement par la transform. Alors ça, c'est valable pour les acteurs, mais il y a un deuxième type d'objet majeur sur lequel on a besoin de pouvoir appliquer des transformations, c'est la caméra. Alors le modèle de caméra de VTK est le suivant. Donc on a notre caméra. Alors l'œil de la caméra est un endroit qu'on appelle position. Là où on regarde, c'est un endroit qu'on appelle focal point. Et puis on regarde entre deux plans, qui sont les clipping planes, qui est devant ou derrière l'objet qu'on veut regarder. Alors, ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas eu besoin de faire dans TinyRenderer, mais toutes les opérations de projection que nous avons vues sont agnostiques sur le fait que ce qu'on projette est devant ou derrière la caméra. Alors évidemment, on n'a pas envie de regarder derrière la caméra. Et donc, normalement, après, quand on fait la projection, ça nous donne la position dans l'image 2D, mais aussi la profondeur qui nous permettent de faire le Z-buffering. Mais si cette profondeur nous montre que l'objet est derrière la caméra et pas devant, bien, il ne faut pas l'afficher. C'est ce que fait le front clipping plane. Et puis le back clipping plane nous permet de ne pas afficher des objets qui sont trop éloignés de la caméra, pour lesquels ça ne servira à rien. Alors, une fois qu'on a tout ça, le contrôle de la caméra se fait avec un ensemble de transformations qui correspondent à ce qu'on fait en cinéma. Alors, il y a deux types de transformations. On peut faire des transformations qui font bouger la caméra par rapport au point focal, donc par rapport au centre de ce qu'on regarde, ou des transformations qui ne font pas bouger la caméra, donc qui gardent la position de la caméra, mais qui font bouger le point focal. Alors, les transformations qui font bouger la caméra autour du point focal s'appellent élévation, qui permet de monter et descendre dans la direction view up, ou azimut, qui permet d'aller à droite ou à gauche, ou roll, qui permet de faire tourner la caméra sur elle-même. Les opérations qui permettent de faire bouger le point focal sans bouger la position de la caméra, évidemment on change son orientation, c'est yaw qui vont à droite à gauche, pitch qui va en haut en bas, et toujours roll qui est équivalent. Donc ça, ce sont toutes les manières classiques de contrôler la caméra qui vont nous permettre de le faire sans être obligé de faire des choses complexes au niveau des VTK matrice 4.4 ou des VTK transform directement. Alors, avant de terminer cette présentation, je veux vous parler brièvement des sources que j'ai utilisées pour la faire. Donc évidemment, il y a le TinyRenderer que vous pouvez trouver sur GitHub, le cours de Dimitri Sokolov. Ensuite, le modèle que nous avons utilisé dans ce cours, il a été créé par Vidarma. Vous pourrez trouver son compte LinkedIn à l'adresse suivante. Les différents graphes d'héritage orienté objet viennent directement de la documentation VTK en ligne et donc ont été générés par d'Oxygène. Les dessins qui illustrent la caméra en VTK proviennent directement du livre Visualization Toolkit, An Object-Oriented Approach to 3D Graphics de Will Schroeder, Ken Martin et Bill Lorenzen. Et les deux, donc la documentation et le livre, sont disponibles en ligne sur le site de VTK /documentation. Enfin, les différents codes Python que j'ai utilisés pour générer les images de cette présentation sont disponibles ci-dessous dans la description de la vidéo. Voilà, merci.